Want some money? Bienvenue sur Juicy Nation, le podcast pour débrider son éducation financière. Je m'appelle Joachim Lemonnier et chaque semaine, je vous emmène avec moi à la rencontre d'un professionnel de l'investissement. Juicy Nation, c'est aussi Juicy.club, un site qui rend des centaines d'opportunités d'investissement visibles et accessibles à tous. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site juicy.club, juicy.club, ou dans le lien en description. Ceci étant dit, passons maintenant à la présentation de l'épisode du jour. Dans cet épisode, je suis avec Jean-David Barre, le fondateur de WidoGood. WidoGood, c'est une solution qui permet d'investir dans des entreprises, mais pas que, à l'aide de royalties. Donc les royalties, bien sûr, ce sera expliqué en long, en large et en travers dans cet épisode. On verra que c'est en fait un pont entre d'un côté le prêt et de l'autre côté les actions. Et donc un pont très pratique à la fois pour les investisseurs et les entrepreneurs. On va voir plusieurs exemples, on va voir plusieurs projets. Et bien sûr, Jean-David va nous partager énormément de ressources si vous souhaitez donner un petit peu plus de sens à votre argent, si vous souhaitez avoir des bonnes pratiques, des impacts que vous pouvez mettre en place dès l'écoute de cet épisode vis-à-vis de votre épargne, et restez bien jusqu'à la fin puisque Jean-David nous partage son portefeuille à la fin de l'épisode comme dans tous les épisodes. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute avec mon invité Jean-David. Bonjour à tous et bonjour Jean-David, merci d'être venu sur Juicy Nation. Bonjour. Alors Jean-David, petite question que je pose à tous mes invités, à savoir qui es-tu et comment es-tu en arrivé à lancer un service d'investissement? Alors moi, je suis un entrepreneur éthique. Je me suis lancé avant tout dans une logique d'entrepreneuriat parce que j'avais envie d'avoir un impact positif sur le monde qui m'entoure. Et la finance, en fait, est devenue l'outil pour pouvoir accomplir cela. J'avais pas d'ambition spécifique dans la finance. Mon ambition, c'était vraiment de pouvoir avoir un impact positif. Et à un moment donné, je me suis dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Rien de très original là-dedans. Il faudrait que plus d'argent soit orienté vers des thématiques utiles pour l'humanité, avec un impact positif. Et donc, je me suis lancé dans cette aventure. Waouh! En effet, l'argent est le nerf de la guerre et rien de mieux que de l'utiliser à bon escient. Et donc du coup, Exactement. comment t'as lancé WidoGood? Si tu peux nous en parler un petit peu plus, savoir, c'était quoi les débuts? Parce que j'imagine que c'est pas forcément toujours facile, de se lancer dans des secteurs réglementés, qui sont liés à l'investissement et la finance. Donc si tu peux nous dire un petit peu les débuts, comment ça s'est fait et surtout ce que c'est devenu aujourd'hui, quoi. Effectivement. Alors, une fois qu'on s'est dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre et qu'on peut-être essayer d'améliorer les choses, à ce niveau, la question qui se pose, c'est comment on peut le faire et puis surtout, comment on peut rendre les choses le plus simple possible pour tout le monde. L'enjeu, ça a été d'identifier, comment on pouvait, gérer des investissements facilement, que moi je puisse faire, que n'importe qui puisse faire, avec un intéressement à la réussite, au succès de projets qui auraient un impact positif. Donc c'est en discutant avec des entrepreneurs et puis aussi avec des investisseurs, des gens qui avaient aussi qui avaient pris conscience de l'enjeu que représentait leur argent, leur épargne, en posant des questions, en essayant de toujours aller chercher la valeur pour ces personnes-là, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait peut-être faire les choses un peu différemment. Quand j'ai lancé WeDoGood, c'était vraiment au début du financement participatif. En tout cas, oui, on faisait partie, pas des toutes premières plateformes, mais peut-être de la deuxième vague, on Mmh. va dire. C'était Euh, quand? C'était en quelle année? et on a créé WeDoGood en Ah 2013. d'accord, OK, ouais. Ouais, en effet. Donc il existait déjà depuis quelques années à ce moment-là des plateformes comme My Major Company qui n'existent plus aujourd'hui, ou des plateformes comme Ulule, KissKissBankBank qui sont encore présentes, ou Ouais, c'était WeSeed les par débuts exemple. du crowdfunding, quoi. Mmh. Exactement. Donc, je me suis lancé. Alors, déjà, j'étais seul, personnellement, et je me suis lancé avec l'idée d'apporter un système simple d'investissement dans des projets à impact, d'investissement avec un intéressement au succès, donc que ça ne rapporte aux investisseurs que si le projet fonctionne, cette idée de prise de risque, et donc finalement un peu derrière cette idée d'éducation financière. Quand je mets de l'argent, bah, c'est pas garanti que mon argent il va produire quelque chose et me rapporter de l'argent. Surtout quand on le met sur un projet qui est un petit peu innovant. Et donc en discutant avec des entrepreneurs, en discutant aussi avec les gens que je rencontrais, en cherchant des gens qui pourraient m'accompagner, travailler avec moi sur ce projet. J'ai rencontré mon équipe et on a construit ensemble ce projet-là pour en arriver du coup à cette entreprise qui est WeDoGood, qu'on a donc créée en 2013, et avec cette proposition de valeur qui est assez particulière, c'est d'investir en échange de royalties sur des projets qui nous parlent. On choisit donc, comme dans tout projet de financement participatif, les projets qui nous intéressent. La spécificité, c'est que sur WeDoGood, on va avoir des royalties. Les royalties sont très peu connues ou peu connues, en France. On se l'imagine assez facilement, justement dans le domaine de la musique,
parce que c'est là que notre, on va dire notre culture, populaire à travers les films et cetera, nous a permis d'entrevoir ce que sont les royalties. Notamment, on a fait un épisode avec l'un de nos partenaires, à Note Musique qui propose ça justement et du coup les royalties donc qui s'appliquent à des business d'entrepreneurs, comment ça fonctionne? C'est quoi au juste? Le principe va être exactement le même. On a appliqué, en fait, si on veut, cette logique qui existe effectivement depuis très longtemps dans le milieu artistique et notamment la musique, à l'entreprise. La personne qui va investir sur un projet en échange de royalties sur We Do Good va avoir droit à un pourcentage de ce que gagne cette entreprise, un pourcentage de son chiffre d'affaires. Donc tous les trimestres, tous les investisseurs sur We Do Good reçoivent un pourcentage de ce que les entreprises que ces personnes ont financées ont payé sur la plateforme. D'accord, donc ça veut dire que moi, par exemple, je finance une entreprise à hauteur de 100 € par exemple pour, j'imagine qu'il y a toujours un objectif derrière ces entreprises. Elles cherchent peut-être à augmenter leur équipe commerciale ou acheter un nouvel outil de production ou, ça peut être divers et varié, on reviendra sur des exemples après. Mais, voilà, je lui passe 100 € comme ça va être le cas peut-être de 1 000 autres investisseurs qui vont lui passer, 100 € et du coup cette entreprise va avoir, alors si je fais bien mes maths, 100 000 € et avec ces 100 000 €, elle va justement développer, son business et un trimestre plus tard, elle va commencer déjà à avoir, augmenté peut-être son chiffre d'affaires et elle va me reverser, une partie de son chiffre d'affaires, c'est ça? Exactement. Ce qui fait que les investisseurs, en tant qu'investisseurs, nous sommes directement intéressés à ce que l'entreprise fasse plus Mmh. de ventes. Donc, si on l'imagine de manière très simple sur un commerce local, par exemple, on va se retrouver avec une entreprise qui peut être dans la rue, dans notre rue, qui va faire ses ventes. Et plus elle fait de ventes, plus tous les trimestres, je vais m'en rendre compte directement sur mon porte-monnaie électronique, puisque je vais recevoir un pourcentage de ces ventes-là. Mmh. Et donc, quand ça se passe bien, c'est super évidemment parce qu'on reçoit plus de royalties, on est vraiment satisfait du fait que son investissement a bien marché. Quand ça se passe moins bien, c'est aussi positif. Alors forcément, on peut être un peu déçu, et là on l'a vécu hein, avec la période de confinement, arrêt brutal d'activité pour certaines entreprises ou diminution pour d'autres. Eh bien, on a des entreprises qui ne faisaient pas ou beaucoup moins de chiffre d'affaires qu'avant. Et en fait, ça permet d'ajuster pour tout le monde les choses de manière à ce que on maximise les chances de survie de cette entreprise. Là, par exemple, les entreprises qui, pendant la première période de confinement, qui était la plus dure pour tout le monde, ne faisaient plus de chiffre d'affaires, se retrouvaient avec un pourcentage de ce chiffre d'affaires très réduit à payer, donc elles ne payaient quasiment Mmh. plus rien. Ce qui faisait que les investisseurs ne récupéraient rien pendant ce moment-là, mais dès qu'elles ont commencé à refaire des ventes, après le confinement notamment, eh bien les royalties ont commencé à revenir et ça leur a permis de mieux résister à une période difficile et que dès que ça fonctionne mieux, bah, tout le monde de nouveau y gagne. D'accord. Il y a une vraie solidarité en fait et qui est directe entre les investisseurs et ces Mmh. entreprises-là. J'essaie de comprendre, on va dire que les investisseurs, ils ont, un droit de percevoir un pourcentage du chiffre d'affaires sur une période de temps définie? Comment ça se en fait, j'essaie de comprendre, pour que tout le monde soit j'imagine que la façon dont vous avez pensé votre modèle, tout le monde est gagnant, autant l'entreprise que les investisseurs, que We Do Good, et comment ça se présente d'un point de vue, pourcentage du chiffre d'affaires qui est reversé aux investisseurs, mais aussi, la période sur laquelle il y a des reversements. Alors pour chaque investissement sur We Do Good, en fait, toute opportunité d'investissement est présentée comme un Mmh. projet. Et en fait, l'investisseur va choisir les projets qui l'intéressent. Sur chacun de ces projets, on va avoir une durée qui est précisée. Euh, En général, sur un projet d'entreprise, on va être sur 5 ans. J'investis sur 5 ans et pendant 5 ans, je sais que j'aurai le droit au pourcentage, à un pourcentage, qui m'est indiqué d'ailleurs, du chiffre d'affaires de cette entreprise, qui me sera versé tous les trimestres. Ça, c'est la règle. Euh, on connaît la date de départ, on connaît la date de fin. Et puis ensuite, il y a des petites choses qui s'ajustent. Il se peut que l'entreprise, elle marche moins bien que prévu. On a un super projet, mais parce que le marché n'est pas là, parce que c'est pas le bon moment, parce que il se passe des choses comme une crise sanitaire mondiale qui coupe l'activité Mmh. de l'entreprise, ça se passe moins bien que prévu. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que le pourcentage est prévu pour que si tout se passait bien, je récupère en tant qu'investisseur plus que ce que Mmh. j'ai investi. Bon, ça c'est l'idée. Mais je ne sais pas exactement combien je vais récupérer. Si ça se passe moins bien que prévu, mais que l'entreprise elle est toujours en activité au bout des 5 ans et que j'ai pas récupéré ma mise, elle est engagée à continuer même au-delà jusqu'à ce que je sois au moins Mmh. remboursé. Donc le seul cas où je vais perdre mon argent, c'est le cas où l'entreprise s'arrête. Alors ça Mmh. arrive, hein.
Ça arrive, et il y a toujours ce risque-là. Il se peut que ça se passe pas bien et que l'entreprise n'ait plus la capacité à continuer. Donc là, ça Mmh. s'arrête. Mais sinon, même si ça se passe pas comme prévu, je suis sûr que je vais récupérer au moins l'argent que j'ai investi au D'accord, départ. donc ça veut dire que ça peut, la période de on va dire de rétro, commission des royalties peut s'étendre, si au bout de 5 ans, voilà, l'investisseur n'a pas été remboursé au moins, de la somme qu'il a investie, à la base. Et en effet, tu le précisais, mais Exactement. c'est vrai que beaucoup de ces petites j'imagine, c'est des petites, moyennes entreprises, peut-être même parfois des startups, c'est vrai que c'est assez, connu, hein. Il y a des statistiques là-dessus qui montrent que 90 des startups, échouent au bout de 3 ans. Donc c'est vrai qu'il y a aussi peut-être cette notion de diversification qu'il va falloir prendre en compte, pour les gens qui souhaitent, bah, voilà, mettre le nez dedans, quoi. Tout à fait. Alors, l'un des avantages des royalties, c'est que ça peut toucher des entreprises, et des projets de manière générale, de manière beaucoup plus large que l'investissement en capital, par exemple, qui est souvent ce qui est mis en place pour des Mmh. startups. Heu, L'investissement en capital, on va prendre des actions dans une entreprise et puis on va espérer qu'un jour, on puisse revendre ces actions à une valeur, supérieure, en sachant qu'il y a un risque très important que ça ne me rapportera déjà ça ne va rien me rapporter Mmh mh. entre-temps, et puis, si ça se passe bien, il y en a peut-être une sur lesquelles ça va marcher très bien, qui va me rapporter plusieurs fois le montant que j'ai investi, et puis la plupart où même si elle fonctionne, je vais pas pouvoir facilement revendre mes actions. Là, avec les royalties, c'est pas forcément mieux, mais disons que c'est différent et que ça permet vraiment d'équilibrer de manière très intelligente son portefeuille d'investissement, puisqu'on va recevoir tous les trimestres un retour qui correspond aux royalties. Ça s'adapte à beaucoup plus d'entreprises, donc on peut investir sur des projets beaucoup plus variés, puisque en capital, en général, les opportunités qui sont offertes, ça va concerner des entreprises qui ont un fort potentiel de croissance, mais un gros risque, donc Mmh. les startups. Avec les royalties, on n'est pas obligé de viser une super valorisation de l'entreprise. Il faut simplement qu'elle soit sur une logique de génération de chiffre d'affaires et de croissance de son chiffre d'affaires. Un commerce, une PME classique qui a une vocation à se développer peut très bien faire appel à ce mode de Mmh. financement. Ce qui fait que du coup sur WeDoGood, on a une très grande variété, et en fait, il y a certains projets qui vont être plus risqués, plus ils sont innovants, plus ils ressemblent à des startups justement avec cette logique d'innovation qui peut croître énormément, mais qui peut aussi ne pas marcher du tout. Euh, et à côté de ça, on peut avoir d'entreprises qui sont beaucoup plus classiques, en tout cas sur des activités moins risquées, et qui vont pouvoir aussi proposer en général un petit peu de moins de royalties, mais avec un risque qui est Ouais, moindre. c'est intéressant parce que c'est bien de faire un peu le parallèle aussi avec, les actifs, de non cotés, enfin les actions non cotées. Moi, ce que j'ai l'impression souvent que les royalties, la façon dont vous le présentez chez We The Good, c'est un c'est un entre-deux entre d'un côté les actions non cotées, qui sont, bah, voilà des produits non liquides, avec une sortie à moyen voire long terme, voire très long terme. De l'autre côté, tout ce qui va être le crowdlending, donc le prêt aux entreprises avec là, bon, bah, du coup, des échéances de remboursement les royalties telles que tu l'expliques, c'est un petit peu un mélange entre les 2 parce que d'un côté, il y a un intéressement, au succès de la société, tout comme il pourrait y en avoir un, lorsqu'on investit dans des startups. On a envie que leur chiffre d'affaires augmente, on a envie qu'ils se structurent, qu'ils Mhm. augmentent leurs équipes, qu'ils puissent investir dans leur développement et de l'autre côté, on va dire, il y a la temporalité assez court moyen terme, du lending, du prêt, avec, voilà, cette idée que trimestriellement, on va être remboursé d'une petite partie de ce qu'on a investi. Alors après, il y a ce facteur, qui est différent à nouveau entre le prêt et les royalties, dans le sens où on ne sait pas, combien on va toucher, chaque trimestre. Parce que ça va vraiment dépendre du niveau d'activité et du chiffre d'affaires qu'aura fait la société, quoi. Exactement. On est vraiment dans cet entre-deux qui apporte une solution pertinente pour l'entreprise, parce qu'elle aussi, ça lui permet d'avoir la flexibilité, elle ne paye qu'en fonction de ce qu'elle gagne, tout en intéressant des gens à son succès. Et puis côté investisseur, effectivement, on est dans cet entre-deux aussi. Alors sachant que du coup sur We Do Good, on propose il y a vraiment deux catégories d'investissements qui sont très différentes. On a d'une part les investissements dans des Mmh. entreprises. J'investis sur une entreprise qui va développer son activité. Donc ça peut être sur des secteurs d'activité très variés. On a des critères de sélection sur We Do Good par rapport à ces entreprises-là, sur leur niveau de maturité. On va en avoir elles doivent être au moins en train de commencer à développer leur commercialisation, donc commencer à D'accord. vendre, Donc des sociétés qui ont un puisque produit à on leur vendre, quoi, un demande. produit ou un service à vendre.
C'est ça. On n'est pas sur des longues phases de recherche et développement, on est sur le démarrage, au plus tôt, on est sur le démarrage de la commercialisation. Et puis au plus tard, bah, ça peut être n'importe quel moment de la vie d'entreprise, quand elle veut continuer à se développer, peut-être lancer un nouveau Ou produit. par exemple, je donne un exemple, un restaurant, qui veut, devenir une chaîne de restaurants peut-être. Ça peut être Par exemple. un exemple, qui a besoin de, admettons, 150 000 € pour ouvrir, un nouveau lieu de vente. Ou Exactement. une PME, heu, qui par exemple fait de la livraison et qui a besoin d'acquérir, 3 nouveaux camions, parce qu'il y a sa demande qui augmente et qu'elle est pas en capacité de faire avec, ces 2 camions qu'elle a actuellement, quoi. Des choses comme ça. Exactement. On a par exemple accompagné une PME qui avait parmi ses activités, un peu de restauration et qui avait décidé de développer, une partie de restauration à domicile, avec une partie de livraison. Heu et donc ça lui a permis effectivement de tester ce service-là. Oui, parce qu'aussi parfois ça peut être, financer des actifs digitaux, par exemple une application ou un site web, ou un logiciel, qui, la plupart du temps quand ces sociétés-là, qui sont assez traditionnelles, veulent, heu, alimenter leur business model avec du digital, quand elles vont voir des banques, les banques c'est en mode, «Non, on finance pas ça nous» et du coup elles sont obligées de se Mmh. tourner vers des solutions, tierces qui sont soit le prêt, soit l'equity ou soit les royalties pour le coup maintenant. Donc ce qui laisse un large panel Exactement, de choix au final, à ces entreprises. exactement. Nous, on est vraiment venu leur apporter une nouvelle corde à leur arc, en fait, dans leur, solution de financement. Et bah, il y a toujours le parallèle, nous étant intermédiaires, c'est toujours le parallèle côté investisseur, une nouvelle façon d'investir son argent avec des modalités qui sont aussi, un peu intermédiaires, qui permettent d'équilibrer, de s'intéresser assez facilement Ouais. à des entreprises. Parce que ce qu'il faut savoir, par exemple, quand on veut soutenir une entreprise, c'est que, le crowdlending, par exemple, donc le financement participatif en prêt, il va être assez restreint pour les entreprises. Il va être, très dur en termes de sélection et ce qui fait qu'on va pouvoir accéder qu'à des entreprises qui font déjà beaucoup de chiffre d'affaires et qui ont des, très bons ratios. Donc en fait, ce sont des entreprises qui n'ont pas forcément nécessairement besoin, disons qu'elles vont bénéficier de ça parce que ça va plus vite que Mmh. les banques. Et c'est très bien de soutenir ces entreprises, elles ont besoin de trésorerie pour se développer, mais des entreprises qui sont peut-être, par exemple un peu plus jeunes ou qui ont des moins bons ratios de fonds propres, qui ont justement besoin de renforcer leur, bilan, comptable, heu, bah, elles se retrouvent un peu bloquées et c'est le cas de beaucoup de PME en fait qui sont à des niveaux d'endettement, maximum. Ça ne veut pas dire qu'elles sont en mauvaise santé, mais, elles n'ont pas suffisamment de fonds propres et donc, soit elles ouvrent leur capital, mais quel sens est-ce que ça peut avoir d'ouvrir son capital à des gens qui ont envie de donner un coup de soutien, mais qui vont pas forcément être impliqués dans la vie de Mmh. l'entreprise? Et là, les royalties sont une solution qui permet de leur dire aussi, vous pouvez avoir accès à des gens qui vont investir chez vous, ça va vous faire des fonds propres puisque vos paiements, vous n'allez les payer qu'en fonction de ce que vous allez réussir à faire. Heu du côté investisseur, ce côté simplicité de Mmh. l'investissement aussi. Donc on peut répondre, à des besoins qui aujourd'hui n'ont pas trop de réponse et notamment, bah, soit parmi les jeunes entreprises, soit parmi les PME qui ne sont pas, pour qui ça n'a pas de sens, par exemple, d'ouvrir Mmh. leur capital et elles sont assez Ouais, tout à nombreuses. fait et tu parlais d'une deuxième typologie de royalties sur, We The Good, quelle est-elle? Effectivement, c'est une deuxième catégorie de projet, en fait, puisqu'on a d'un côté les entreprises et puis de l'autre côté, aujourd'hui, on permet d'investir sur des actifs matériels, donc du matériel très concret. L'idée étant toujours dans la vision de cette idée que l'argent doit avoir un impact positif, savoir exactement où va son argent et en l'occurrence, le exactement, c'est dans tel matériel à tel OK, endroit. Je te tu donne, peux donner un exemple? Ouais. les 2 exemples. Effectivement, on a les 2 exemples qu'on a actuellement sont d'une part, on a des petits robots tondeurs solaires autonomes, donc qui se baladent tout seuls, en l'occurrence dans les vignobles ou sur les bords de, voies de chemin de fer, qui viennent, faire de l'entretien automatique de la végétation, donc de la coupe tout simplement, là où d'autres solutions écologiques ne sont pas possibles, où la seule alternative, c'est le glyphosate. Parce qu'on peut pas mettre des animaux en éco-pâturage à ces endroits-là pour des raisons soit de protection des vignes, soit de danger vis-à-vis de la circulation des Ouais. trains. Les autres solutions sont un peu compliquées, un peu chères à mettre en place. Et donc, cette entreprise-là va mettre des petits robots comme ça. Et ces robots, donc, on va savoir qu'ils sont capables d'entretenir chacun l'équivalent de 1,5 hectare. Et on sait que c'est 1,5 hectare, du coup, pour un robot sans glyphosate. Et on sait que ce robot, il est dans telle commune de France, à tel endroit. Et que mon argent, quand je le mets là-dedans, il va dans ce robot-là. Et ce robot, il est
bien sûr exploiter, il génère des revenus, c'est ça qui permet de verser des royalties, et je sais exactement qu'en fonction de son niveau d'exploitation, je vais recevoir D'accord, des alors, royalties. j'essaie de voir, le cheminement, on va dire, des revenus. Donc, nous, on achète le robot en tant qu'investisseur, c'est ça? On devient propriétaire du robot? Quasiment. L'investisseur n'est jamais vraiment propriétaire sur WeDoGood, il a toujours droit à OK, des royalties, il a le droit aux revenus en fait d'accord, de ce et du coup, robot-là. le On robot, achète les il est revenus sur produit par une entreprise, qui, elle, ensuite va trouver des clients, par exemple des vignerons ou, voilà, les exploitations, les exploitants de chemin de fer, exactement. tout ce qui j'imagine ça c'est dans le domaine public, et ces personnes-là, ces clients, ils vont louer le robot, ils vont pas l'acheter? Ils vont payer en l'occurrence, de l'entretien OK, c'est d'espace. ça. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, c'est un Ils vont abonnement dire, qu'ils prennent, à l'année peut-être, où, du coup le robot doit passer tous les, X temps, pour s'occuper de cet espace. exactement. Là, j'ai une parcelle, par exemple, qui fait pour le client, j'ai une parcelle qui fait, 15 hectares. Voilà combien ça me coûte si je fais appel à votre solution, 10 robots. Bon, bah, 10 robots, OK. Je prends l'abonnement et sur cet abonnement, en fait, la structure qui produit et exploite ces robots-là, elle va reverser des royalties aux investisseurs sur D'accord, WeDoGood. et du coup, j'imagine cette société, ça lui permet, par exemple d'avoir une avance de trésorerie pour produire plus de robots, quelque chose comme ça, ouais, c'est ça? Exactement, et se développer et continuer, en fait, en sachant qu'à chaque fois qu'elle produit un nouveau robot et qu'elle arrive à le placer chez un client, eh bien, on a toujours 1,5 hectare, heu, d'entretien d'espace sans OK, et glyphosate. là, même concept au niveau de la on est on va dire, on reçoit nos royalties, tous les trimestres, pendant 5 ans aussi, Exactement. c'est pareil? Là, on est 3 sur ans? 3 ans. C'est OK. indiqué effectivement sur la page d'investissement. On est sur 3 ans sur des durées un peu plus courtes avec un paiement trimestriel et puis, bah, du coup, une fluctuation possible des paiements en fonction du niveau d'exploitation, des D'accord, mais robots. après Pour l'instant, ça on est c'est à plutôt en fixe, après, vu que j'imagine c'est des robots qui sont bookés déjà, à l'avance peut-être? normalement, ils sont bookés à l'avance, donc on s'assure au maximum, mais il y a toujours un petit risque. À un moment donné, il y a, une partie des clients qui arrêtent leur abonnement ou que plus de clients, prennent l'abonnement et du coup que les abonnements puissent être Mmh. plus chers et du coup, il peut y avoir cette fluctuation à la hausse comme à la baisse des OK. royalties. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, tu as une idée à peu près de combien ça rapporte, Parce que bon, c'est bien de financer ça, mais il faut que ça rapporte un petit peu au moins quand même, à l'investisseur? Alors là, on est sur 3 ans du coup, effectivement. Donc sur 3 ans, l'idée c'est que ça rapporte, pour quelqu'un qui aurait investi par exemple 1 000 €, c'est que ça lui rapporte 1 060 €. Elle récupère 1 060 OK. €. Donc récupérer 1 060 € en 3 ans, sur, Ça fait, des paiements trimestriels, ça fait un équivalent de 3,6 par an, à peu OK. près en Bah, c'est mieux qu'un livret. C'est taux mieux qu'un d'intérêt. livret. C'est mieux qu'un livret. L'idée était de se Ouais. placer effectivement au-dessus du livret, sachant que ça peut monter plus haut, ça peut C'est mieux aussi qu'une être, assurance vie en fonds euros aussi. C'est mieux que des obligations d'État. Surtout à l'heure oui, actuelle. OK, donc c'est pas mal, ça se c'est ça. positionne plutôt bien, par rapport à d'autres produits, même si bon après c'est pas la le même niveau de risque quand même, mais C'est un petit peu plus risqué, bah, c'est toujours la même chose, hein, de toute façon, en ouais, finance, c'est un placement qui rapporterait beaucoup sans être risqué, c'est qu'il y a un loup derrière. clairement. Clairement, clairement. Non mais là le risque c'est quoi? C'est que les robots soient pas loués, quoi? Il y a un risque que les robots soient pas loués. Alors nous, on s'assure qu'à chaque fois qu'il y en a un qui est financé, on sait qu'il est loué. Il y a un risque, on est quand même encore sur une activité qui est un peu innovante, donc il y a un risque que cette entreprise, bah, peut-être ça se passe un peu Mmh, moins bien pour elle, donc on essaye d'assurer tout ça. On sait que si ça se passe pas bien, les clients, vont pouvoir continuer à utiliser les robots mmh. malgré tout. Heu, mais il se peut que tout ça se passe mal et qu'à la fin, il y ait une petite perte sur Ouais. Tu as l'investissement. d'autres exemples, Donc d'actifs l'intérêt tangibles, de ce style? Je trouve ça oui, tout vraiment à fait, intéressant, deuxième. de transformer un actif, qui en a pas l'air comme ça en machine à cash en quelque sorte, tu vois? Ça me fait penser un petit peu aux distributeurs, de canettes ou tu sais les distributeurs automatiques là, que les gens achètent et puis, tu les recharges et puis tu vas chercher tes pièces et puis tu les recharges. C'est ça, bah, en fait, l'idée partait vraiment de ce côté très concret de l'investissement. Comment est-ce que je peux aller l'un des gros problèmes dans la finance aujourd'hui, c'est le niveau de transparence. Il y a des rapports régulièrement qui tombent tous les ans sur, l'impact de notre épargne et en fait, en fonction de la banque dans laquelle on laisse notre argent, on peut, sans rien faire, juste parce qu'on laisse notre argent à la banque, annuler, si on a une conscience environnementale et quelques actions qu'on fait, annuler tout ce qu'on fait à côté, juste parce que notre argent est dans une banque qui a vraiment des mauvaises actions. Et donc cette idée partait de: «Je sais où va mon argent, c'est très concret,
et puis je sais l'impact que ça a. Je sais combien ça doit me rapporter et puis je sais exactement Ouais, l'impact que tout ça à a. fait. Donc C'est vrai que les banques, autre juste les exemple banques, oui, on en a parlé dans l'épisode 7 avec, Joseph de Goodvest, mais les banques, laisser son argent aux banques, c'est polluer, hein, de façon indirecte puisqu'elles l'utilisent, elles utilisent vos dépôts, notamment surtout les banques, on va dire, qui font aussi de l'investissement. Il y a des banques qui utilisent pas les dépôts, mais la plupart des banques utilisent les dépôts pour investir, justement dans des énergies fossiles en grande majorité. Notamment, la banque, exactement. verte. On ne citera pas de nom, mais vous la reconnaîtrez. OK et du coup, si tu as d'autres exemples, tu d'autres exemples, ouais? C'est ça, juste pour pousser un petit peu le bouchon sur ce sujet, c'est qu'en fait, on même si on fait tous les efforts du monde en termes de tri, de compostage, d'achat responsable, on peut tout annuler d'un coup, juste parce que notre argent est à la banque. Donc c'est extrêmement important de se poser la question: «Dans quelle banque est mon argent? Est-ce que je peux pas, le placer de manière un peu plus intelligente?» Et on essaie de trouver une solution par Mmh. rapport à ça. Donc deuxième exemple qu'on a, aujourd'hui, on a une entreprise qui, propose d'installer des kits, solaires, dans des, villages, non électrifiés au Sénégal. Donc c'est une entreprise qui est basée à la fois en France et au Sénégal et qui va louer ces kits à des familles. Heu, L'idée étant que l'alternative qui est la plus utilisée aujourd'hui, ce sont, pour ceux qui peuvent se le payer, des groupes électrogènes, à essence. Mmh. OK, ouais. Et du coup, on sait que chaque kit solaire va permettre à une famille d'avoir accès à l'électricité, donc à de la lumière, à de l'information, le tout sans avoir recours aux énergies fossiles. Et donc là, on est sur une logique de location. Cette entreprise va louer, en location-accession d'ailleurs. Donc en fait, on aide des gens à s'équiper avec, le fait d'investir dessus permet aux familles de s'équiper avec un coût réduit qui est réparti sur une durée, de Ah, c'est un peu location-accession. comme quand tu achètes une voiture en leasing, quoi. C'est ça. En fait, tu Exactement. tu payes Et ces des personnes-là, à la fin, mensualités et restent à la propriétaires. fin, j'imagine là, c'est 3 ans aussi peut-être? Heu, Au On est bout de sur 3 3 ans ans, en aussi. fait, les mensualités ont payé, bah, le on va dire le coût plus la marge du producteur, par rapport à ce matériel. Ah, Exactement. c'est super bien ça va en plus ça, je trouve ça a encore plus de sens, tu vois, que le premier exemple parce que, c'est vrai que dans l'Afrique rurale, pour nous, c'est évident, tu vois, d'avoir de l'électricité à la maison, c'est pas Versailles ici, là, tout ce que tu veux, mais dans des pays, sous-développés, bah, c'est vrai que, c'est clairement pas, ça fait pas partie des choses, genre qui sont évidentes, quoi. Il faut le vouloir et il faut surtout avoir des entreprises on va dire avec une mission, avec une composante sociale, qui crée un produit accessible et un modèle économique aussi, qui ait du sens et qui soit quand même rentable pour permettre à ces Exactement. personnes-là d'avoir accès à de l'énergie. Parce que c'est peut-être des personnes qui vont pouvoir, voilà, je sais pas, des enfants qui vont pouvoir réviser peut-être, tu vois, à la maison, le soir, enfin ou cuisiner ou même des trucs, très simples, quoi. Exactement. Et l'idée pour nous, là, alors ce sont les 2 sujets en cours. On avait précédemment, mais on n'a pas pu continuer pour des raisons notamment, de modèle économique, parce qu'il faut que ça colle aussi en termes de modèle économique, avec, des Fairphone par exemple, avec la question de l'électronique durable. C'est un énorme impact aussi, enfin il y a plein de choses qui ont Mmh. plein d'impact et notre objectif, nous, c'est de proposer plein de thématiques comme ça sur différents sujets, qui vont permettre à chacun de choisir en fait où il veut placer son argent en fonction de sa sensibilité, des sujets qu'il trouve les plus importants et puis toujours avec cette notion de placement très, très concret avec un impact mesurable, directement Ouais, un mesurable. placement concret avec un impact mesurable et quand même un rendement, voilà, qui est mieux Qui que des reste produits, on intéressant. va dire, plus traditionnels, qui, parfois, enfin, sont clairement, mauvais pour l'environnement donc ouais, c'est cool. Donc vous, là, vous avez ces 2, on va dire, ces 2 actifs tangibles en royalties, c'est ça pour le moment? Tout à fait. On en a quelques-uns d'autres dans les cartons, qui qu'on va sortir au fur et à mesure, Tu peux qu'on en les met en parler vite place. fait ou pas? Non, pas encore parce que, ça serait créer un peu de Ouais, frustration, mais on a plein de sujets possibles, en fait. Simplement que ça met toujours un peu de temps de recalibrer, parfois les modèles économiques pour que ça colle bien. Et donc du coup, je sais pas trop le calendrier ça encore. peut s'appliquer, des modèles comme ça sur des voitures électriques, par exemple, Tout à fait. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Parce que pour le coup, la location de voiture, au niveau business, bon, bah, ça, on voit des sociétés comme Drivey ou quoi, on voit que ça marche bien et d'un côté, il Oui, peut y avoir, voilà, toujours cet objectif de changer le parc automobile, de le faire passer au vert, et du coup, il pourrait y avoir des angles, comme ça, des verticales qui pourraient être intéressantes, sur,
sur des royalties appliquées à ce type d'actifs. Surtout que pendant longtemps, les voitures ont été considérées comme des passifs, ça coûte plus d'argent que ça en rapporte. Mais pour le coup, ça peut aussi se transformer en actif. OK, très intéressant tout ça. C'est ça. Et donc là, pareil, sur ce type de produit, c'est un pourcentage, sur chaque, paiement, qui est reversé, au, Exactement. L'idée étant que tout le monde soit vraiment dans le même mmh, bateau. Que, bon, on a l'usager final qui paye parce qu'il a bien sûr, il bénéficie du service, mais l'exploitant avec qui on travaille, il a intérêt à générer du chiffre d'affaires parce qu'il va garder, une partie, ça va lui faire sa marge. Heu, L'investisseur, du coup, a intérêt à ce que ça fonctionne parce qu'il va récupérer une partie des royalties et puis We Do Good a intérêt à ce que ça fonctionne aussi parce que nous, on prend des commissions pour la gestion de tout ça et tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait du chiffre d'affaires. Pas de chiffre d'affaires, pas de vente là-dessus, là, tout le monde y perd. Donc on est tous intéressés à ce que ces modèles-là mmh. fonctionnent. J'ai une petite question comme ça qui passe, mais en ce moment, je vois de plus en plus parler d'entreprises à mission. Tu as dû en entendre parler aussi, c'est-à-dire des sociétés qui ont pas seulement pour objectif de faire du profit, mais qui ont aussi une composante, sociale dans leur statut. Tout à fait. Est-ce que vous avez, peut-être, intérêt ou même juste, pour ambition de le devenir? Alors We Do Good est déjà Ah OK, entreprise à OK, mission. autant pour moi. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà anticipé, qu'on avait, bien inscrit dans nos statuts, avant que la loi, ne passe et ce qui est difficile, c'est qu'on peut se mettre entreprise à mission, mais comment est-ce on s'assure qu'on est, dans la bonne voie et qu'en fait on se laisse pas manger, par, les activités du quotidien ou par la logique, purement, Mmh. financière au business? Nous, on a aussi été chercher l'agrément, B Corp, donc on est agréé, B C'est Corp. quoi? Tu peux en parler un Heu, petit peu de cet agrément? oui, alors les B Corp, c'est une, organisation internationale qui promeut l'engagement responsable des entreprises avec, du coup, une analyse de l'engagement de l'entreprise qui est assez difficile, assez longue à travailler. Donc c'est un vrai effort d'aller chercher cet agrément-là, mais qui permet de justifier qu'on est engagé. Ils ont un score avec un certain niveau, du coup, sur ce score-là, par rapport à tout un tas de thématiques, que ce soit sur le fonctionnement de l'entreprise en interne, la gouvernance, ou bien, le travail sur ses offres et le travail avec ses clients, ses parties prenantes, que l'entreprise est engagée et qu'elle, réalise des actions concrètes par rapport à ça. Et donc aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'entreprises qui sont, labellisées, B Corp et donc ça permet aussi de reconnaître un certain niveau d'engagement, OK, pour et ces du coup, tu as entreprises. une note, c'est ça? Tu une Exactement. note, c'est comment le système de notation? C'est quoi? C'est des lettres, c'est des chiffres, On est sur des chiffres, ouais, chiffres, c'est oui. combien le max? Donc il faut atteindre la barre, le seuil fatidique pour pouvoir, être, Et c'est combien? labellisé. Je crois qu'on est à 80. 80. Donc c'est sur 80 ou c'est sur, 100? Il me semble que ça monte à 120 ou 160. Et J'ai le plus seuil, c'est 80 ou l'échelle c'est exacte en tête. 60? Mmh, Le seuil est à OK, 80, et vous justement. avez eu, combien? Nous, on est un petit peu au-dessus de 80. 90 par là? Heu, alors j'ai pas la cote exacte, mais ça, c'est quelque chose qui est très transparent et que vous Sur le trouvez, site? sur le OK. site, bcorporation, Ah OK. .eu. Je Vous avez la liste de toutes les entreprises que vous pouvez chercher et puis l'accès à la grille d'analyse. Heu, donc le B Corp Directory toutes les entreprises au niveau mondial qui sont labellisées B Corp sont référencées, OK, sur leur super, bah, site je avec leurs mettrai notes. dans les ressources, pour les gens qui veulent aller vérifier, qui veulent voir, si des entreprises qu'ils connaissent, ou qui se, vantent Bicorp, le sont réellement. C'est un peu comme la liste, Bah, la liste, blanche de l'AMF, quoi. Mais c'est un petit pour le peu ça et c'est vrai qu'on a vu nous quelques entreprises qui bah, alors c'était pas forcément eux qui le disaient, mais ou alors des journalistes qui s'étaient trompés et qui indiquaient que l'entreprise était bicorp alors qu'en fait non, elles ne sont pas mmh, du tout référencées et ça pour le coup, c'est assez mmh. simple Parce que tu à peux être une vérifier. entreprise à mission, mais ne pas avoir de notation Bicorp. C'est 2 choses différentes. Oui, en fait, une entreprise à mission, c'est un engagement qui est statutaire, donc qui est quand même assez fort. Maintenant, à quel moment on s'assure qu'une entreprise va respecter son Mmh. engagement? C'est ça la question et le travail de Bicorp, c'est de vérifier que l'entreprise, elle a bien mis en place les choses qui permettent de respecter Mmh. ses engagements. Et j'imagine, vous, parce que bon, bah, voilà, peut-être les objectifs de We Do Good aujourd'hui, c'est de financer, tant d'entreprises, d'avoir, je sais pas, tant de clients, qui ont, participé à
à rendre accessible, par exemple, l'électricité, dans des foyers, en Afrique rurale. Heu, comment vous, quels sont en fait vos grands, objectifs, chez Widow Good? Qu'est-ce que tu suis toi en termes de données, par rapport à ton activité, à l'activité de Widow Good? Nous, nos objectifs, c'est vraiment de faciliter, enfin, de donner à tout le monde les moyens d'agir grâce à son Mmh. argent. Et du coup, aujourd'hui, c'est Et donc, combien de personnes, pour nos auditeurs peut-être qui ont besoin d'être rassurés, parce que bon, déjà vous existez depuis 7-8 ans, 9 ans peut-être? 8 ans, c'est ça? 2013? 7 ans, 8 Ouais, ans maintenant, oui. 2013. Mmh. Ça fait, vous avez combien d'investisseurs, de Ça fait 6 000 investisseurs. quand même, donc 6 000 personnes qui ont participé à avoir, un patrimoine plus vert quoi, plus social. Alors nous, on a des critères d'exclusion, par exemple, sur les projets. Ça fait partie, par exemple, de nos engagements. C'est qu'on va vérifier pour chaque entreprise, notamment dans quelle activité elle évolue et quel impact elle a. Donc, on a des entreprises qui vont avoir un impact qu'on va considérer dans notre grille d'analyse, qui est aussi transparente et communiquée sur notre site, neutre. C'est-à-dire qu'elles vont avoir un impact économique, elles vont créer de l'emploi. Et au niveau social et environnemental, ça va pas forcément améliorer les choses, mais en tout cas, ça va pas avoir un impact négatif. Si c'est un impact négatif, nous, on élimine. Mmh. Et puis, on a des entreprises qui, en plus de ça, vont vraiment apporter une offre à un public qui en a besoin, sur l'impact, le côté social, ou bien qui vont apporter une amélioration environnementale. Et ça, ils vont être reconnus sur le site, notamment avec des petits badges qui permettent de les Ah OK, reconnaître. cool, il y a des badges, pour se repérer. Oui, le site est très, complet. En plus, il y a des calculettes, pour, calculer automatiquement les royalties qu'on va percevoir, donc c'est très très complet, très très clair. Et en plus, il y a souvent des nouveaux projets. Vous sortez un nouveau projet toutes les 2 semaines quoi, quelque chose comme ça? Ou c'est à À peu peu près, près, ouais. oui, c'est ça. Et vous en avez Ouais. financé, combien depuis quasiment 8 ans là, des projets? On a plus de 120 projets financés. Ouais, donc ça fait pas mal d'entreprises, qui ont pu, justement, utiliser ce modèle. Tout à fait. Et avec, du coup, un investissement moyen par personne, par exemple, qui est à 800 €. Alors, on a sur We Do Good des gens qui viennent mettre, par exemple, 10 € parce que c'est très, très accessible. L'idée, c'est qu'on puisse permettre aussi même de découvrir 10 € sur plein de projets. Et puis, on a des gens qui viennent mettre 10 000 € sur un ou 2 projets en fonction de de leurs affinités toujours. Ouais, c'est super, bien d'avoir rendu ça accessible vraiment parce que 10 € voilà, même un étudiant, et on sait que les étudiants, voilà, en ce moment, c'est pas forcément les mieux lotis, mais même un étudiant, voilà, il se passe de un ou 2 grecs, dans la semaine et il peut soutenir un projet, à caractère social, sur Widow Good, Tout quoi. à fait. Et c'est ce qui, moi, nous aussi, on défend beaucoup ça chez Juicy, les investissements accessibles à tous. 10 € c'est vraiment l'indicateur que c'est accessible à tous, quoi. Il y a pas plus, plus accessible que 10 C'est euros. ça. Je crois qu'on est le plus on doit être la plateforme la plus accessible, à part les plateformes de dons, bien sûr, où là, ça commence à 1 €, mais oui, c'était vraiment une volonté de notre part. Alors, nous, on n'est pas très rentable, hein, sur un investissement à 10 €, c'est clair, mais Mmh, on permet aux gens de rentrer dedans, de commencer à comprendre un peu le sujet de l'investissement sur, des entreprises où justement cette notion d'investissement a un impact très concret sur des actifs matériels. Et puis peut-être mmh. plus tard, soit de rentrer dans une logique de réinvestissement juste de ses royalties, d'avoir un placement qui va, vivre un peu de son côté, soit de venir petit à petit, conforter son portefeuille général avec des placements du même montant ou de plus en plus importants en fonction des capacités. Donc, passons aux questions de fin. Bien sûr, il y a une question que je pose à tous mes invités, hein, il y en a 2 même. La 1re c'est, qui est-ce que tu écoutes en fait? Quels sont les types de contenus que tu aimes alors ça peut être écouter, voir, hein, podcasts, vidéos sur YouTube, des livres de référence, des sites que tu adores consulter, des newsletters, voilà, ça peut être très varié en termes de contenu. L'idée c'est que tu puisses, on va dire donner des pistes, des ressources aux personnes qui souhaitent aller plus loin, approfondir, les royalties, les investissements, écologiques, le caractère social, les labels, enfin tout ce qui toi t'inspire au quotidien et que tu aimes bien écouter, suivre, lire. Alors c'est assez, varié. Je suis assez éclectique, hein, dans mes dans mes choix. Heu donc je vais me permettre de donner quelques exemples un peu différents. Ouais, bien sûr. Là, par exemple, on parlait, juste avant de l'exemple donc des kits solaires. Bah, il y a pas très longtemps, je regardais, sur Netflix, le film, Le garçon qui dompta le vent, qui parle justement de cette problématique d'accès à l'énergie, en l'occurrence dans le cadre d'une famine au Malawi.
Et ben, c'est extrêmement parlant. On se dit, bah oui, du coup, tu trouvais ça très parlant quand je te parlais des kits solaires, très logique, que ça avait beaucoup de sens. Bah là, quand on regarde ce film-là, on se dit, mais oui, il faut continuer à faire ce genre de choses. Donc ça peut parfois venir, qui est basé bien sûr sur une histoire vraie, et sur le livre Excellent, du garçon justement qui dompta le vent avec l'énergie éolienne. Euh, excellent, je vais regarder ça ce soir. c'est un assez bon film, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est un assez bon film et assez parlant. Ouais. Euh, j'ai beaucoup de lectures qui sont, en l'occurrence, en ce moment, plutôt des essais, euh, des essais sur des logiques d'organisation de la société, de fonctionnement de la société. Parce qu'en fait, la réflexion qu'il y a au fond derrière We Do Good, c'est comment est-ce qu'on peut proposer une alternative au système financier qui ait du sens, qui fonctionne économiquement, et puis qui ait de l'impact, qui a un impact qui serve à tous. Donc là, par exemple, un de mes derniers livres coup de cœur, c'était pas spécifiquement sur la finance, mais plus généralement sur comment on pourrait voir autrement la société, c'était Voyage en misarchie. Voyage en misarchie d'un professeur de droit français qui s'appelle Emmanuel Dockès et qui vient dire et si on voyait différemment la manière dont on fonctionne. Donc qui va remettre en question dans un livre qui est sous forme d'un voyage, en fait, d'un voyage de découverte, tout le système de fonctionnement de la société, de l'éducation, la propriété, euh, la police, la loi, enfin tout pour proposer un système et juste poser cette question. Et si on faisait plus simple, plus émancipateur pour les gens et du coup plus connecté à la vie réelle, quoi. Donc, ce sont des OK. lectures qui sont pas forcément financières, mais qui vont m'inspirer pour essayer de travailler sur des systèmes financiers Mmh. plus cohérents. Quand tu dis que c'est une aventure, c'est-à-dire c'est sous la forme d'un roman, on suit un C'est sous personnage, la forme qui va d'un, découvrir effectivement, d'un roman on suit un personnage qui découvre un pays où on fonctionne différemment. C'est une forme d'utopie, qui découvre une forme d'utopie, oui. OK, cool, ça a l'air Très intéressant. intéressant. Et puis j'ai eu l'occasion en plus de discuter avec l'auteur et qui lui dit, mais tout ce que je dis dans mon livre existe de manière dispersée, mais ces initiatives, elles existent dans tel type de groupe, d'association, etc. Et voilà, et si on appliquait tous ces modèles-là en essayant d'en faire un ensemble de règles de vie communes pour la société, voilà ce qu'on pourrait éventuellement faire mieux. Et puis après, Au top. j'ai des choses qui sont plus liées à mon métier, évidemment, à la finance, et puis globalement à la question d'impact. Donc, euh, par exemple, sur la finance, je regarde avec attention, c'est pas spécifiquement des newsletters, mais quand Oxfam France sort justement ses rapports sur l'impact des banques, bah, forcément, je regarde rapidement ça, je me jette dessus pour avoir une idée de comment ça évolue, est-ce qu'on va dans le bon sens ou pas, dans quelle mesure ce qu'on fait a encore un sens, et malheureusement, je dirais, notamment quand on est en entreprise à mission, notre mission a d'autant plus de sens que ça n'avance pas tellement, en l'occurrence, côté bancaire. Et Mmh. donc, Donc Oxfam, juste c'est un organisme de statistiques, c'est c'est une ça? ONG, Qui c'est une ONG internationale qui, ouais, dernièrement, s'est mise à travailler pas mal sur la notion de finance et d'impact des banques. Et OK. donc, ils ont un petit calculateur, par exemple, sur leur site, qui est très simple, c'est quel impact à votre argent. Donc, il suffit de sélectionner sa banque, de dire combien on a à peu près sur ce compte. Il vous dit, bah, si vous gardez Mmh. cet argent pendant un an sur ce compte, voilà ce que ça représente en émissions de CO2. Ah ouais, trop cool comme outil, je vais le mettre dans les ressources aussi. C'est, sur Oxfam France du Sur coup, Oxfam c'est ça? France, oui. Je pourrais te renvoyer le lien d'ailleurs si tu le souhaites. Nous, par exemple, OK. on s'en est servi de manière extrêmement pragmatique pour We Do Good, mais aussi à titre personnel, pour se dire, OK, on a de l'argent dans telle et telle banque, quel est l'impact de notre argent? Donc là, on s'est dit, OK, c'est pas du tout bien. Et on s'en est servi pour se dire, bah, comment on peut optimiser? Bah, en faisant des calculs, en regardant différentes données à droite à gauche, on s'est dit, bon, on va plutôt répartir notre trésorerie de cette manière. Et OK. c'est très Ah ouais, simple. la trésorerie de La trésorerie de l'entreprise quoi, l'entreprise. carrément. C'est assez simple en plus parce qu'il suffit de savoir combien elle produit en fait d'impact négatif et de se dire bon bah je peux l'améliorer en le plaçant plutôt sur ce compte-là. Et du coup, c'est quoi la banque, pro, la moins la plus écolo, on va dire? Alors la banque la plus écolo aujourd'hui au niveau pro, c'est alors la difficulté c'est que on n'a pas forcément tous les services dans tous les organismes bancaires ou parabancaires. Donc c'est ça qui est un petit peu Mmh. compliqué. Mais par exemple, nous on a une banque qui nous sert plus pour la gestion quotidienne parce que c'est vraiment la plus pratique et une banque qui nous sert plus pour les
justement placement de trésorerie. Et la plus écolo pour les placements de trésorerie, c'est la nef, qui n'est pas à La proprement nef? parler une banque, qui est une société financière, mais Mmh. qui propose des comptes de dépôt. OK, super intéressant. Je savais pas, tu vois? Bah, tu m'en apprends une. Trop bien. D'autres ressources? Bah, après, j'ai beaucoup de newsletters que je suis sur l'innovation. Je suis un peu sur l'univers des startups, je suis Madines, l'univers des startups et de l'innovation en France, plus généralement Mmh. l'innovation en France. Sur les questions d'impact, bah, nous, on est adhérents de Bicorp, on est adhérents du mouvement Impact France. Et en fait, ces associations-là font aussi de la veille sur ces sujets d'impact, de finance. OK, super. Bah, écoute, déjà, tu as été très généreux en ressources, et en contenu, complémentaire, donc c'est déjà super. Avec plaisir. Heu, trop bien, merci. Bah, du coup, dernière question et puis on se quitte déjà, ça passe très vite. Dis-moi, dans quoi tu as investi jusqu'ici? C'est la question que je pose à tous mes invités. Voilà, l'idée c'est que tu nous partages un petit peu ton portefeuille. Tu es pas forcément obligé de rentrer, dans les chiffres, mais l'idée c'est de voir un petit peu à quoi ressemblent tes placements. Tout à fait. Alors, bon, l'optique de base, c'est de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, très clairement. Alors, je dirais que j'ai plusieurs poches de placement. Donc, j'ai une partie d'argent disponible. Euh, Mmh. euh, je vais faire un tableau un peu général. Une partie d'argent disponible, donc sur des comptes, sur des livrets, en fait, tout simplement, Mmh. qui rapportent pas grand-chose, mais qui permettent d'en disposer rapidement. Et là, de la même manière que pour l'entreprise, on a optimisé l'impact, j'ai ouvert par exemple un livret à la nef où je mets de l'argent dont j'ai pas besoin tous les jours, mais dont je peux avoir besoin, et je mets sur mon Mmh. livret à la nef parce que je sais que c'est là que il a l'impact le plus positif. Faible, ouais, ou voire positif. Positif parce Mmh. qu'en plus, la nef finance exclusivement des projets qui ont un impact social, environnemental ou culturel positif. Donc je sais que cet Ah argent, OK. il va forcément servir à ça. OK, trop bien. Pour mon livret. Ensuite, je vais avoir des investissements sur We Do Good, évidemment. Donc j'ai investi dans pas Naturellement. mal de projets sur We Do Good, notamment sur les actifs dont je parlais, les actifs matériels, donc les kits solaires, les robots solaires. Et puis j'ai fait un très beau placement sur un beau projet qui se développe à fond aujourd'hui, qui s'appelle Mobidis. Mobidis, c'est une entreprise qui favorise l'accès à la lecture aux personnes dyslexiques. Donc, ils travaillent avec des éditeurs pour convertir en fait les textes qu'ils proposent sur leur contenu dans des formats qui sont plus accessibles aux personnes dyslexiques. Par exemple, podcast? Non, pas des Ça peut podcasts, être des justement, livres vraiment de audio? la lecture, Ah donc ouais. des De la livres lecture. numériques notamment. OK, et ça c'était c'est un investissement en actions, En royalties sur We Do Good. ou ah, en royalties? Ah, OK, OK. Oui, Donc oui, ça c'est vraiment la partie, investissement, sur We The Good, OK. c'est ça. Et du coup, j'imagine tu as des actions de We The Good vu que tu es, le CEO? Oui, effectivement, bah, mes premiers placements, c'était effectivement à la création de la société d'acquérir des actions de We Do Good, bien sûr. Mmh. Et puis, j'ai un petit peu d'argent en crypto-monnaie aussi, dans une logique de Ah! diversification. Yes! Yes, 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 j'imagine, Bitcoin, Ethereum, la base, quoi. La base, et puis quelques autres avec une approche assez pragmatique. Quand j'entends parler d'une nouvelle crypto-monnaie, je vais voir à quoi elle sert, à quoi elle sert, Ouais. d'essayer de comprendre ce qu'elle apporte par rapport aux autres. Si je comprends pas, ce qui arrive assez souvent avec les crypto-monnaies, je n'investis pas. Mmh. Si je comprends l'intérêt que ça peut avoir pour des applications financières ou politiques ou économiques, de gestion ou quoi que ce soit, et que je vois que c'est bien expliqué en quoi ça apporte quelque chose par rapport aux solutions existantes, et que je vais regarder un petit peu les solutions existantes, j'en achète un petit peu. OK. Sans faire de conseils en investissement, est-ce que tu as eu un coup de cœur pour une crypto-monnaie en particulier? J'ai pas eu de coup de cœur particulier. Bah, on peut dire que si, à un moment donné, sur Ethereum, parce que je trouvais la notion de gestion des Mmh. contrats extrêmement pertinente. Il y en a, si, il y en a des tas d'autres qui sont hyper intéressantes. C'est par exemple sur la gestion des fichiers, tout ça, c'est dans une Mmh. logique de décentralisation, donc de travail sur un peu l'émancipation des individus, ne plus dépendre de systèmes centralisés, ne plus être dépendant par exemple, des gens comme Google ou Amazon ou Microsoft qui dominent complètement le web. Ouais, je sais pas si tu as vu le moteur de recherche Brave?
avec Mmh. la crypto-monnaie, le BAT, le Basic Attention Token, qui redistribue du coup le temps d'attention. Oui, alors très, très intéressant sur la côté de la décentralisation, très discutable sur le côté éthique, et captation de l'attention des gens. Ouais, après c'est ça internet, hein, aujourd'hui. OK, bah, en tout cas, trop cool, que tu aies investi en crypto. C'est assez étonnant. Quasiment tous mes invités, ont entendu ou hésitent ou mais la plupart ont déjà investi dans les cryptos. C'est assez fou de voir, l'ampleur que ça prend petit à petit et justement, prochain épisode eh bien, on va avoir un intervenant, spécialisé dans le domaine des cryptos donc abonnez-vous et merci Jean-David d'être venu, dans cet épisode 9. On est déjà à l'épisode 9, ça passe vite et de nous avoir partagé, bah, ta vision et comment fonctionne, ton activité. Je trouve vraiment que ça a énormément de sens donc si vous jamais vous voulez, retrouver, la fiche de description de WeDoGood, vous pouvez aller sur juicy.club et vous serez redirigé vers WeDoGood en vous souhaitant, bah, de bons investissements, pleins de sens. C'était un plaisir et moi je le seul, mon seul message et peut-être dernier mot, c'est, la prise de conscience. Prenez conscience de ce que vos actions et en l'occurrence vos non-actions, votre argent a. Une fois qu'on en a conscience, on peut commencer à se poser les bonnes questions et puis à agir de manière intelligente, quand on est, bien accompagné et qu'on prend le temps de se renseigner, par exemple avec les podcasts de Juicy. Excellent. Bon, bah, merci Jean-David, à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Salut. Merci pour votre attention. Avant de partir, 2 petites choses. La première, si l'épisode vous a plu, bien, s'il vous plaît, laissez-nous une bonne note sur Apple Podcasts ou Deezer ou Spotify en fonction de la plateforme que vous utilisez. On accepte uniquement les 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, eh bien, laissez un pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions, je pourrais répondre. Et deuxième chose, vous pouvez retrouver la fiche de présentation de l'entreprise et des produits d'investissement qui ont été abordés dans cet épisode sur juicy.club, donc inscrivez-vous, c'est gratuit. Sur ce, je vous souhaite une vie pleine de richesse et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder de nouveaux investissements.